Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du Sac de presse du Saguenay. Mon nom est Denis Villeneuve. Alors, cette semaine, on reçoit deux invités à saveur politique. Tout d'abord, le député de Roberval, premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Il est accompagné de M. Serge Chimard, qui est député du BUQ. Donc, bienvenue au Sac de presse pour une deuxième année, je crois. Je suis venu plus souvent que ça, je pense. Je suis venu avant également. Ah, parfait. Bien, écoutez, la tradition se poursuit. Alors, comme le veut la tradition, justement, M. Couillard, la parole est à vous. Oui, puis je vais essayer de ne pas faire ça trop long pour qu'on puisse avoir du temps pour nos échanges. Écoutez, je commencerai en vous disant qu'on le voit, le Québec est sur la bonne voie, mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi est sur la bonne voie. Vous avez vu les chiffres d'emploi de ce matin. On a une création d'emploi de plus de 15 000. On n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas au Québec, à 6 % depuis qu'on enregistre les taux de chômage. C'est quelque chose qui est très encourageant, bien sûr. Il y a beaucoup de pression, d'incertitude, d'instabilité dans l'ambiance économique, mais je pense qu'on peut s'en réjouir. Dans la région, on est près de 4 points plus bas qu'on était à notre arrivée en 2014. Il y a encore du chemin à faire, il y a encore du progrès à faire, il y a encore des incertitudes à dissiper, mais on est vraiment sur la bonne voie. Puis je vous rappelle comment tout ça arrive. Bien sûr, il y a des facteurs économiques extérieurs, mais il y a une stratégie gouvernementale qui repose sur des finances publiques équilibrées, des marges de manœuvre, la dette qui se réduit, des investissements en santé, en éducation, donner plus de soins dans les hôpitaux, dans les écoles, une aide économique basée sur l'innovation, notamment dans le secteur manufacturier, l'exportation et l'entrepreneurship. Une stratégie économique ici dans la région, Serge, que tu connais très bien, puisque c'est toi qui as co-présidé le sommet, la préparation du sommet. Le sommet, et je te vois chaque fois qu'il y a une présentation de mémoire, tu es là pour en assurer le suivi. Et ça, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Avant d'aller, je suppose que vous allez pouvoir qu'on parle de certains dossiers très précis, mais je vous dirais que, outre les dossiers communs que vous avez vus passer, puis les annonces qu'on a faites dans le domaine scolaire, dans le domaine de la santé, d'aide aux entreprises, il y a quelques projets économiques intéressants ou de taille plus importante qui sont en évolution, où je pense qu'on peut se permettre d'être optimiste, et même parfois très optimiste. Le premier que je signalerais sur le radar actuellement, c'est quelque chose qui, au lac Saint-Jean, dans mon coin, va résonner très fort. C'est, vous savez, vous vous souviendrez tous et toutes de la fermeture de l'usine Pacifique à Chambord avec près de 400 emplois perdus à l'époque. On a repris le bois. C'était pas évident parce qu'il fallait avoir le nerf de se tenir debout puis de dire on prend le bois puis merci beaucoup puis on suscite des projets. Vous avez vu le transfert d'usine entre Nord-Bord et Louisiana Pacifique. Alors, je suis très, très optimiste. Je ne peux pas vous faire d'annonce aujourd'hui, mais je suis très optimiste qu'on est à la veille du processus de réouverture de cette usine-là. Et on parle de plus de 300 emplois à la fois à l'usine et en forêt, dans une région, Chambord, qui a été bien sûr très, très touchée. Il y a des projets également miniers qui avancent. Autant Ariane Phosphate que BlackRock avancent bien, autant dans la recherche d'investissement que les démarches environnementales. Et on voit que les choses progressent dans la bonne direction dans les deux cas. Et il y a, Serge, le projet de fonderie au port de Saguenay, qui avance bien. Ça, je dirais que ce sont 4 projets économiques d'importance. Dans le temps, je pense que probablement celui de Nord-Bord, vous risquez d'en entendre parler plus vite que les autres, parce que les autres, c'est des projets à longue haleine. Il faut chercher les investisseurs, vous connaissez tous ces enjeux-là. Et puis, il y a de nombreuses entreprises qui ont été aidées. Je vous rappelle la mise sur pied du groupe tactique d'intervention pour la Merci de Maria Chapdelaine, qui a identifié une trentaine de projets potentiels. Il y en a déjà qui ont reçu un peu de financement. Il y a d'autres études et d'autres financements qui vont arriver à point dans quelques temps. Mais encore une fois, là, on n'est jamais 100% satisfait. Mais je suis très encouragé d'ailleurs pour le Québec, mais également pour notre région. Je pense que malgré l'environnement, le bois d'œuvre, le protectionnisme américain, malgré ça, on réussit à tirer notre épingle du jeu et aller dans la bonne direction. Serge, veux-tu dire un mot peut-être sur le sommet? Oui, faire un petit peu de pouce sur ce que vous venez de dire par rapport... on a effectivement le problème du bois d'œuvre, mais je parlais à des séries, justement, pas plus tard que hier. Et puis, on me disait que ça allait très, très bien, puis qu'actuellement, oui, il était sur l'expectative de ce que ça pouvait créer, mais qu'actuellement, même que ça va extrêmement bien, ils sont très satisfaits. Donc, à partir de là, vous comprendrez qu'on ne peut pas faire... on peut pas aimer mieux ce qu'ils nous disent que ça, là, quand ils nous disent que ça va bien. Maintenant, également, pour ce qui est du sommet économique, on va finir très bientôt. Là, les derniers rapports vont nous être soumis, c'est-à-dire le rapport sur le transport. On sait que c'est un rapport qui est extrêmement important pour notre région. Le rapport également sur le numérique, vous savez,
à l'automne dernier, on a accordé 85 000 justement pour faire une étude au point de vue du numérique, l'utilisation du numérique par les entreprises pour arriver finalement à nous émettre un rapport qui nous sera déposé dans quelques jours également. Et bien sûr, pour terminer, un dernier rapport sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est important pour notre région parce qu'on arrive là à une relève qui va être nécessaire tout à l'heure, des entreprises, beaucoup d'entreprises qui vont changer de main, et ça prend nécessairement cette vision-là pour s'assurer qu'on va faire ce qu'il faut pour que ces entreprises-là, d'abord, demeurent chez nous et qu'ils soient repris par des gens de chez nous ou d'ailleurs, mais tout au moins, qui vont travailler dans notre région. Et c'est là-dessus que le sommet économique était basé. Et vous comprendrez également que tout ça, souvent, on prend souvent pour acquis que les solutions sont faciles à mettre en place, qu'ils sont rapides à mettre en place, mais vous comprendrez que très souvent, il faut brasser des cages, il faut changer des choses qui, nécessairement, au niveau de la réglementation ou quoi que ce soit, il faut prendre le temps de le faire. Mais il y a une chose qui est certaine, l'objectif dans tout ça, c'est pas de tirer sur la fleur pour la faire pousser, mais beaucoup plus qu'on s'assure qu'elle ait un terreau pour bien vivre et s'installer, mais qu'on s'empêche de marcher dessus, bien sûr, parce que c'est pas comme ça. Parce que moi, ce qui m'anime, puis je le dis souvent au premier ministre, puis il me le dit également, ce qui m'anime, moi, c'est de créer des emplois pour s'assurer que les gens d'ici sont en mesure de mettre du pain sur la table de leur famille. Ça, je vois mon Jean qui me dit ça régulièrement, on va te changer le menu. Peut-être que non. Mais c'est comme ça, moi, c'est ce qui m'anime, mais je continue à le dire. C'est là-dessus que je fais mes interventions. Donc, moi, je suis content que le premier ministre vienne dire ici qu'est-ce qu'on fait pour notre région, parce qu'on travaille très fort pour notre région, effectivement. Puis peut-être juste pour finir, puis on va commencer nos échanges. Je n'ai pas voulu regarder, vous avez un communiqué, là, j'espère que vous l'avez vu, vous allez pouvoir le lire. Il y a une longue liste d'annonces qui ont été faites depuis. Je ne pense pas que réciter ça devant vous apporterait beaucoup à notre exercice de communication, mais je vous fais confiance que vous allez le lire puis vous allez pouvoir parler du contenu, parce qu'il y a de nombreuses bonnes nouvelles. Puis à titre de député de Roberval, bien, ce que je voudrais vous dire également, c'est non seulement depuis quelque temps déjà, j'ai rempli tous mes engagements de candidat, mais je suis allé plus loin. L'aréna de Roberval, la piscine à Dolbeau, la route, bien sûr, pour Obidjouane. Il y a des bonnes nouvelles pour le palais de justice de Roberval qui s'en viennent. Alors, je joue mon rôle comme député. On joue notre rôle tous les deux comme animateurs de la région. Et encore une fois, le Québec est certainement dans la bonne direction. Voilà. Alors, messieurs, merci pour cette ces interventions. Alors, comme le veut la tradition un peu au cercle, la première question va être posée par le président fondateur, M. Bertrand Tremblay. D'accord. Monsieur le Premier ministre, je suis impressionné de vous voir aussi en forme. Oui. Après vous avoir vu les pieds dans l'eau, sous la pluie, sans parapluie, durant les inondations. Vous êtes une force de la nature, Monsieur le Premier ministre. Puis après ça, vous vous êtes promené à travers le monde. Alors ça m'impressionne. Vous avez un bon système immunitaire. J'espère. Puis, en tout cas, j'ai pas mal de résilience. Je pense que les gens le constatent. Mais c'est pas là ma question. Ce qui m'intéresse dans votre communiqué de presse, c'est encourager nos manufacturiers à innover, stimuler l'exportation et encourager l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on espère dans une région comme la nôtre, qui fait des efforts depuis déjà une trentaine d'années pour seconder, c'est-à-dire pour être la relève, à vrai dire, de la grande industrie, qui ne fournit plus les emplois que nous avions avant. Dans les années 50, on avait 12 500 emplois à Arvida. Aujourd'hui, bien, c'est beaucoup moins, puis on a triplé la production. Alors, mais ce que nos manufacturiers ici, il y a une quarantaine, à vrai dire 40 seulement dans le domaine de l'aluminium, lequel je me suis intéressé plus particulièrement, qui font de la transformation de l'aluminium, ce qui ne se faisait pas avant. La grande industrie suffisait. On manquait même souvent de main-d'œuvre. Oui. Mais là, ce que les manufacturiers d'aujourd'hui disent, c'est qu'on n'a pas la chance de faire de l'innovation comme la grande entreprise parce qu'on nous met des barrières, c'est-à-dire des normes. On dit, par exemple, qu'il faut passer par les grandes universités pour pouvoir faire de l'innovation, alors que dans la majorité des manufacturiers là, que j'ai interrogés au cours des dernières années, ils disent, si le gouvernement nous permettait, nous subventionnait la recherche qu'on fait à l'intérieur même, avec nos gens, avec nos ingénieurs, ça nous aiderait énormément.
Alors, c'est Cycle de Vinci, qui, par exemple, dont les bicyclettes roulent à travers le monde, Procométal, Béton Préfabricant, seulement que dans la région, vous les connaissez très bien. Oui, ils étaient présents au rendez-vous manufacturier qu'on a fait ici. Alors, est-ce que vous êtes favorable à faire un effort pour que les manufacturiers qui veulent faire de l'innovation ne soient pas pris dans des carquois qui coûtent très cher et qui sont très bons pour la grande entreprise. La grande entreprise ici a un centre de recherche à Arvida, le plus grand centre de recherche sur l'aluminium, mais ça, c'est parfait. Mais les petits manufacturiers de 50, 100 employés, ils voudraient pouvoir faire de la recherche. Alors, M. Couillard, vous pouvez apprécier l'autorité du président quant au préambule des questions. J'ai bien aimé le préambule, mais regardez, c'est une excellente question parce que c'est l'avenir du Québec. Vous savez, le secteur manufacturier a déjà occupé une plus grande place dans notre PIB qu'il occupe maintenant. Il revient en passant, si vous parlez à l'Alliance des manufacturiers exportateurs, à M. Tétrault, il va vous dire qu'il y a une renaissance actuellement. Mais ce qui est très important, c'est que ce n'est pas les mêmes jobs de manufacturières qui reviennent que celles qui sont parties. Celles qui reviennent sont uniquement et en grande majorité liées à l'innovation, l'automatisation, les nouvelles technologies. C'est pour ça qu'on a mis sur pied plus de 700 millions de dollars d'aide directe, exactement comme vous venez de dire, là. On ne parle pas de recherche avec des sarraux puis des recherches d'université. L'automatisation, la robotisation, les nouveaux processus, en fait, ce qui est l'innovation dans un sens plus large. Il y a déjà 400 millions d'engagés de ces 700 millions qui ont déclenché 2,3 millions d'investissements dans le secteur privé et public combiné. Alors, il y a des entreprises intéressantes et intéressées. Ici, quand on a fait le rendez-vous manufacturier ici même à Chicoutimi, on a vu ces entreprises-là, puis ils savent que ces programmes-là existent. Alors moi, j'encourage encore une fois, je vous ai déjà donné ce message-là. Les capitaux sont disponibles en grande quantité. Il ne manque pas de soutien financier au Québec. Ça prend des projets. Alors moi, je lance un appel par votre intermédiaire aux entreprises que vous avez mentionnées et les autres. Si vous avez des projets d'exportation, vous avez des projets d'innovation, mais dans un sens très large de l'innovation, des processus, des nouvelles façons de faire, du nouvel équipement, venez nous voir, on a l'argent pour vous soutenir. D'ailleurs, il y a déjà pour 400 millions d'engagés, donc il y a déjà bien des entreprises au Québec, puis pas juste des grandes entreprises qui ont levé la main. Alors, il faut que ce soit la même chose dans notre région, notamment dans le domaine de l'aluminium. Tout à fait. Donc, c'est disponible. Ce que vous dites là, c'est disponible actuellement. Prochain. Les normes vont être ajustées aux entreprises. Ça prend toujours des normes, hein, parce que sinon, vous seriez le premier à me dire, bien, vous avez distribué de l'argent public et vous n'aviez pas de normes. Mais c'est-à-dire qu'on veut être certain qu'on est vraiment devant un projet de valeur ajoutée. Mais on est très large dans la définition de ce que c'est. On n'a pas besoin de mettre un sarrau et d'avoir des étudiants de doctorat dans une entreprise pour faire de l'innovation. Introduire une nouvelle chaîne de montage, introduire des nouveaux logiciels, introduire la robotisation, l'automatisation des procédés, comme je vois de plus en plus dans les usines que je visite, c'est l'innovation pour nous autres, puis on la subventionne directement, soit avec le soutien aux manufacturiers, soit avec le soutien à l'exportation, soit avec des fonds comme Créativité Québec. Donc, encore une fois, les ressources, elles existent. Merci. Prochaine question. Mme Dominique Savard du Courrier du Saguenay sera suivie de M. Louis-René Ménard de Radio-Canada. Bonjour, M. Couillard. Pardon. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une conférence de presse où M. Jean Tremblay a parlé de quelques dossiers, notamment avec M. Serge Simard. Je voudrais savoir où s'est rendu le dossier de l'agrandissement du terminal de l'aéroport de Bagotville et du centre Georges Vézina, principalement, parce que vous avez fait beaucoup de choses dans votre secteur. Puis là, lui, il a l'air à penser qu'il est délaissé. Là. Non, bien, d'abord, commençons par notre centre Georges, comme on dit chez nous, là. La raison pour laquelle, jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi à trouver sa place dans les programmes de centres sportifs qui ont été annoncés, c'est que le projet a une valeur plus élevée que la limite qui avait été fixée pour faire le plus de projets possible à travers tout le Québec. Mais il y a une nouvelle phase dont l'appel d'offres s'en vient, qui probablement, comme on augmente beaucoup l'argent disponible, va permettre d'avoir des projets à valeur plus élevée. Je suis très au courant du projet du centre Georges Vézina, de l'importance également. On va tout faire pour le faire passer. Notamment avec la prochaine phase d'appel d'offres du programme d'infrastructure sportive. Parce que vous avez dit tantôt, dans nos localités plus petites, on a trouvé des fonds, mais c'était des fonds qui étaient de taille modeste par rapport au projet que vous mentionnez actuellement. Donc, ce projet-là, moi, je demeure optimiste. Pour l'aéroport, on connaît son importance. Également, vous savez qu'on va avoir un sommet d'ailleurs, Serge, tu es associé à ça toi-même. Jusqu'à maintenant, puis c'est encore le cas aujourd'hui, là, vous me demanderiez, avez-vous un programme, M. Couillard, pour les aéroports régionaux? Je vous dirais non, il n'y a pas de programme. Facile à dire, pas de programme, pas de programme. Cependant, c'est pas la bonne réponse. Parce que dans le transport aérien régional, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu des infrastructures, dont, disons-le, le fédéral ne s'occupe pas toujours, puis on peut jouer un rôle.
Et ça va faire partie des réponses qui vont être apportées par le sommet. Puis il y a la question du coût des billets pour les voyageurs, notamment en région. Quand tu viens de cette île ou d'ici pour aller à Montréal ou à Québec, ça coûte une fortune, des fois presque ou des fois plus cher que d'aller en Europe. Alors ça, pour nous, c'est un facteur de ralentissement de frein économique et on va s'en occuper. Donc, Georges Vézina, optimisme pour la prochaine phase des infrastructures sportives. L'aéroport, je pense qu'on veut le mettre, la réflexion, dans le sommet aérien, transport aérien régional, parce qu'on a plusieurs cas semblables actuellement à travers le Québec, mais celui de Bagotville est particulièrement important, on le sait. Est-ce qu'on connaît la limite? Pas encore, ça n'a pas été été fixé. Le montant total va doubler. Donc, l'idée, c'est de faire plus de projets de grande taille. Parce qu'avant, ce qui arrivait avec un plus petit montant, si on mettait des limites plus élevées, rapidement, ton fonds vient engager totalement au bout de 7-8 projets, puis il n'y a plus d'argent pour les plus petites municipalités. Je pense que les plus petites municipalités, il y a beaucoup de projets qui ont été faits. Maintenant, on peut regarder pour des projets de taille plus importante, comme celui du centre Georges Vézina. À la fin du mandat, c'est certainement qu'on devrait avoir fait l'appel d'offres pour l'appel de projet pour la 4e. Ce serait la 4e phase en passant du programme d'infrastructure sportive. Et on voudrait certainement le faire. Encore une fois, je connais l'importance de ce centre-là. Je viens de passer à côté, puis j'y pensais justement. Je me disais, ils vont même demander des questions sur le centre Georges Vézina. Mais je suis content, puis c'est important pour moi. C'est important pour moi. Puis également, Serge, pour le Saguenay, c'est une infrastructure majeure. On espère rendre M. Labaume jaloux. Ah, ben là, écoutez, c'est une grosse commande, ça. Alors, prochaine question, M. Loup-René Ménard de Radio-Canada. Il sera suivi de M. Jean de TVA. Oui. Oui, bonjour, M. Couillard. Une question sur les précuites de l'usine de Rio Tinto au secteur Arvida. Ils ont été prolongés jusqu'en 2020. Vous étiez premier ministre à ce moment-là. C'est en 2014. Pardon? C'est une des premières choses. Oui. Est-ce qu'on ne sait pas à quel moment Rio Tinto va annoncer les phases 2 et 3 de l'usine AP60 à Jonquière? Il va y avoir un trou entre la réalisation de ces deux autres phases-là et la fermeture des précuites. Est-ce qu'on envisage déjà de prolonger une autre fois les précuites de l'usine Arvida? Bien, je vais vous dire, d'abord, je ne veux pas qu'il y ait de trous. Deuxièmement, je rencontre et on est en contact, soit moi, soit ma collègue de l'économie, soit les gens des fonctionnaires du gouvernement. On est en contact continuel avec Rio Tinto, jusqu'au plus haut niveau de la direction. Mon message est toujours le même. La région soutient l'entreprise. La région tient à son industrie de l'aluminium primaire, mais également à sa transformation. Mais la région a hâte d'avoir un signal de votre part d'investissement important pour la région, comme vous avez toujours fait. Bon, Rio Tinto nous répond, on continue à investir dans la région. C'est vrai, dans le maintien d'actifs, etc. C'est vrai qu'ils continuent à investir dans la région. Mais on a besoin de ce signal-là. La réponse est toujours la même, c'est sur le marché de l'aluminium, la surabondance de l'offre. Je suis prudent avant de vous dire, oui, on va prolonger les précuites. Parce que si je donne ce signal-là aujourd'hui, bien moi, si je suis Rio Tinto, je me dis peut-être que j'ai plus besoin de faire tellement d'efforts pour faire un nouvel investissement, vu que de toute façon, ils vont prolonger mes précuites. Le premier choix pour moi, ce serait qu'on avance plus rapidement sur la P60 puis Alma. S'il y a d'autres solutions à mettre en place compte tenu du marché international, on verra avec Rio Tinto. Mais pour moi, c'est très, très, très important de bien doser ce message-là. Fait que je ne voudrais pas aujourd'hui dire pas de problème, on prolonge les précuites, puis arrêter les efforts ou nuire aux efforts qui sont faits actuellement pour les amener vers des plus gros investissements. Le marché de l'aluminium international n'est pas facile. La demande augmente tout le temps, hein? Mais l'offre également, notamment de Chine et du Golfe Persique, est en augmentation aussi. Parlant de Rio Tinto, je suis très content du modèle de gestion dont on est convenu ensemble, les MRC, Macheteyache et Rio Tinto pour les rives du lac. Les audiences du BAP sont en cours pour le programme de stabilisation. Ça a beaucoup amélioré le climat. Moi, je leur disais à l'entreprise, regardez, il faut que vous deveniez plus en contact, redeveniez plus en contact avec la population. C'est important, Rio Tinto, pour nous autres, mais ils veulent savoir également que vous êtes engagés avec la population, notamment pour ces questions liées au lac Saint-Jean. Donc, en gros, c'est ça. Mais pour revenir à conclure sur votre question, on ne veut pas qu'il y ait de trous, on ne veut pas qu'il y ait d'interruption. D'ailleurs, ils ont annoncé des engagements de personnel récemment, 60-70 personnes, vous avez vu ici dans la région. Puis je ne veux pas donner le signal qu'on abandonne l'idée d'avoir rapidement des investissements annoncés dans la P60 ou Alma. Cependant, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'interruption de production. Je souligne l'attitude excessivement constructive du syndicat dans ce dossier-là. Puis quand je dis constructif, c'est qu'ils sont revendicateurs, là, ne vous méprenez pas, là. Mais ils veulent que leur industrie continue à progresser. Et je dirais qu'ils sont toujours assez positifs dans cette démarche-là. Je les rencontre chaque fois avec plaisir. Prochaine question, M. Jean Houle de TVA.
Juste peut-être pour être certain d'avoir bien compris ce que vous venez de répondre à mon collègue, là, c'est-à-dire que possiblement, éventuellement, le gouvernement pourrait envisager de prolonger encore une fois au-delà de 2020. Je ne veux pas le dire aujourd'hui. Non, mais ce que je dis, c'est que je veux pas qu'il y ait une possibilité. C'est votre collègue disait, il pourrait avoir une interruption. Je ne veux pas qu'il y ait l'interruption puis des gens mis à pied pendant des mois parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais je ne suis pas au moment aujourd'hui où il faut absolument qu'on se commette pour prolonger encore les précuites. Je voudrais avoir un signal de l'autre bord qui me dit, OK, regardez, voici notre plan, là. Voici où est-ce qu'on s'en va. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour l'aluminium en passant, autant dans l'industrie automobile et principalement dans l'industrie automobile. Mais également, malgré ce que M. Trump fait pour le changement climatique, ou ne fait pas pourtant, là, il y a beaucoup d'engagements internationaux qui restent sur le changement climatique. Et l'idée d'avoir un aluminium à basse teneur en carbone, elle n'est pas moins importante malgré ce que M. Trump vient de faire pour l'accord de Paris. Parce que ce que je comprends aussi, ce que ça dit, c'est que vous n'êtes pas prêt non plus à dire c'est 2020 et pas du tout après. Non, je veux qu'on reste une des régions d'Amérique du Nord les plus importantes de production d'aluminium primaire. Là. Mais je veux avoir le plus possible de messages envers la direction de Rio Tinto, autant ici au Québec, au Canada, qu'à Londres, que moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour favoriser leur décision d'investir dans AP60 ou dans Alma. S'ils veulent, je leur ai dit, appelez-moi, n'importe quand, 7 jours sur 7, si vous avez besoin d'aide pour prendre votre décision, mais on ne veut pas avoir d'interruption de travail. M. Couillard, la région, ça montre souvent très vindicative lorsqu'il est le temps de... Lorsqu'il arrive des moments où on vient chercher des acquis. Récemment, on recevait M. Lucien Gendron, que vous connaissez sûrement, qui se montrait très critique envers la stratégie du gouvernement au niveau du développement de l'aluminium. Il parlait entre autres du CQRDA, là, qui, selon lui, ne joue plus le rôle qu'il devrait jouer parce qu'on a transféré beaucoup de choses vers Montréal. Alors, j'aimerais avoir vos commentaires. Je suis toujours surpris quand je vois ça, parce qu'on vient d'annoncer, confirmer le soutien du CQRDA. Il n'y a pas question de transférer quoi que ce soit à Montréal. Je ne sais pas, ça revient tout le temps, cette affaire-là. Là. Et puis, la Société d'aluminium continue à jouer son rôle. Le CQRDA, on vient de confirmer du financement pour eux. On comprend très, très, très bien ce qu'ils font. Je peux vous dire, cependant, que grâce aux efforts de Serge, mais également de moi-même, les fonctionnaires du ministère de l'Industrie et de l'Économie, l'Industrie c'est l'ancien nom, de l'Économie, comprennent beaucoup mieux l'importance de l'écosystème d'innovation que CQRDA apporte. Il y avait un problème avec le vérificateur général de transmission des fonds, puis qui c'est qui signe la subvention. Mais pour moi, c'est plus un problème actuel. Je vois aucun mouvement, il n'y a certainement pas de mouvement concerté, mais je vois aucun mouvement de transfert d'activité d'ici à Montréal. Puis au contraire, Serge, c'est toi qui as fait l'annonce, je crois, à CQRDA. Peut-être t'en parler un peu, là. Et justement, à cette journée-là, je me rappelle, on a posé la question. Et puis, c'est clair qu'il y a des ajustements. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que, d'abord, premièrement, on a les fonds pour aider les moyennes et petites et moyennes entreprises là-dessus, pour faire de la recherche. Mais en plus, c'est qu'on a la discussion qui est toujours proche pour être en mesure d'améliorer les choses. Et je parlais au président, encore une fois, dernièrement, et effectivement, les portes sont ouvertes pour des discussions, pour améliorer un service pour les entreprises. Et véritablement, je comprends pas, là, effectivement, il y a eu, comme le premier ministre l'a dit, il a fallu qu'on fasse réajuster certains aspects, mais je pense que le travail fut fait et à la satisfaction tout au moins du Conseil actuel, qui, lui, travaille avec, les gens de Montréal, c'est très clair, parce que la transformation de l'aluminium, il y en a dans notre région, mais il y en a aussi à Montréal, que je vous voulais, c'est comme ça que j'en À Montérégie aussi. À Montérégie également. Mais sauf que le CQRDA, on voulait protéger le CQRDA dans notre région, s'assurer que le siège social demeure ici et s'assurer que les fonds soient disponibles pour le CQRDA. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, ça va rester symbolique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis réel du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'aluminium, là. On est un des derniers endroits en Amérique du Nord où on fait de l'aluminium primaire. M. Trump n'aime pas ça, là. M. Trump, vous l'avez vu, il envoie des signaux parfois inquiétants, même pas juste sur l'acier, mais sur l'aluminium. Il sait que beaucoup d'alumineries ont fermé aux États-Unis, puis que les nôtres sont restés là, avec la Colombie-Britannique. Alors, c'est clair qu'on a cette situation autour de nous, une raison de plus pour soutenir notre milieu, comme on le fait pour la forêt, soutenir notre milieu très fortement. Monsieur Bertrand Tremblay, je crois que vous avez levé le petit doigt ou le gros doigt. C'est juste le petit doigt. L'index. Le ministre de la Vocation, quand même, du CQRDA, a été changé
installé sous M. Daou, sous le ministre Daou. Ce n'est plus un centre de recherche et de liaison comme ça l'était, mais c'est maintenant rendu, évidemment, ils font encore, là j'en parle avec détachement, là, mais la vocation n'est plus la même, c'est sûr, en tout cas. Mais elle demeure importante pour moi. Ça demeure le lien essentiel pour l'innovation entre le gouvernement et les PME de la région. Là. C'est encore eux autres qui sont vraiment les maîtres d'œuvre de ça. Mais les PME, à l'époque, c'était les PME de tout le Québec, évidemment, parce qu'il y avait un comité scientifique d'une vingtaine de spécialistes un peu partout au Québec qui jugeaient les projets. Mais en tout cas, là, on ne discutera pas là-dessus. Là. Je voudrais juste vous signaler quand même qu'on a récemment annoncé 300 000 $ pour la recherche et la transformation de l'Université de Chicoutimi. Il y a l'Université de Chicoutimi qui en fait également. Mais ce que je veux dire, c'est pas la même orientation quand même. Les choses changent des fois, oui. OK, prochaine question. J'ai cru détecter que Louis-René Ménard avait demandé... Ou c'est plutôt... Oui, j'en avais une question de santé. Oui. Cette semaine, monsieur s'est annoncé... Oui. Est-ce qu'on peut passer le micro? Prenez le micro, peut-être que ce soit bien enregistré. Cette semaine, le CIUS a annoncé des coupures de 9 millions dans la région, coupures de postes aussi, abolition de postes d'infirmières, d'inanothérapeutes, je pense que c'est 25-30 personnes, là. Même si on nous dit que ces personnes-là vont être réaffectées à d'autres choses, ils sont formés pour faire ce qu'ils doivent faire, soit du nursing ou de l'inanothérapie. Donc, c'est des services cliniques aux patients. Est-ce que vous craignez que ça risque... déjà, les infirmières sont à bout de souffle, à tout bout de champ, là. Ils continuent d'être à bout de souffle et épuisés. Est-ce que vous avez l'impression que ça risque d'affecter les services, les soins de santé à la population? C'est justement pour ça qu'on est en veille continuelle, non seulement à moi, mais je vais vous dire que Gaétan Barrette est très, très, très à l'affût de ça. En passant, l'an dernier, il y avait eu des propositions qui avaient toutes été refusées par le gouvernement, par le ministère de la Santé. On veut laisser l'autonomie là, aux régions, mais quand on voit que des propositions vont diminuer l'accès aux services des gens, notamment les services de proximité, on ne peut pas rester silencieux. Puis le ministre de la Santé, l'an dernier, est intervenu. Cette année, il est encore intervenu parce qu'il y a une proposition qui a été rejetée qui prévoyait de retirer un psychoéducateur au foyer de jeunes à Roberval. Cette proposition-là a été rejetée. Mais comme je me doutais bien que vous poseriez la question aujourd'hui, je me suis muni de certains renseignements. Je vais vous les donner bruts comme ça, puis ça pourra vous aider pour voir. Alors, donc, on avait parlé au début de... Excusez-moi pour les virgules, pour que les gens comprennent bien. C'est vrai qu'une personne, c'est un poste, mais des fois, les gens partagent un poste à plusieurs. Fait qu'on avait prévu, dans ce qui était proposé, 28,4 postes. Parce qu'au début, on parlait de 37, mais en fait, ce qui a été envoyé au ministère, 28,4 postes. En fait, on a refusé un, donc c'est 27,4. Donc, sur les 27,4, 5 étaient des postes vacants qui n'étaient pas remplis de toute façon. 5 étaient occupés par des personnes qui s'en vont pour la retraite. Et 17,4, comme vous le dites, vont être occupés par des personnes qui seront affectées à d'autres tâches. Pour les soins intensifs, parce qu'il y a eu des commentaires là-dessus, il faut comprendre que les soins intensifs ici à l'hôpital ont changé. L'unité de soins intensifs classique, qui avait 14 lits, a été morcelée dans plusieurs autres unités de soins intensifs intermédiaires, ce qui fait que maintenant, on n'a pas besoin de prévoir tout le temps du personnel pour 14 lits, parce qu'en pratique, il y avait juste 9 lits d'occupés depuis un certain temps. On prévoit donc pour 12 lits. Alors, c'est ce genre de choses-là qui explique qu'il peut y avoir des variations dans le nombre de postes, mais ça ne change rien dans la vie des patients. Et puis, ça ne change rien surtout pour l'accès aux services. Pour moi, c'est l'aspect le plus important. Maintenant, il va toujours y avoir une pression pour les organisations du système de santé de gérer leur budget, surtout lorsqu'on les augmente, parce qu'on augmente le budget du CIUS, là. Surtout lorsqu'on augmente les budgets, il faut s'assurer qu'on est le plus en équilibre possible, puis qu'on touche pas qu'on touche l'administration plutôt que l'accès aux services, notamment aux services de proximité. Alors, voilà exactement la situation. On aura plus de détails, si vous voulez, sur tout ça, là. Mais je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est anodin pour nous. Autant Dr Barrette que moi, on suit ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Prochaine question, Mme Dominique Savard, qui sera suivie du Courrier du Saguenay, sera suivie de M. Jean Houle de TVA. Merci. Oui. Il y a un conflit de travail qui dure depuis un certain temps, puis on dirait que ça fait spécial un peu. Je parle des ambulanciers. Oui. Où c'est le privé qui négocie, mais qui reçoit l'argent du gouvernement. Comment on peut concilier ça, puis comment le dénouement peut se faire si on négocie l'argent qui vient d'un autre, mais ils ne sont pas tous assis à la même table? C'est pas unique, hein? Dans les CHSLD, il y a une catégorie de CHSLD qui sont comme ça, qui reçoivent leur somme par convention du gouvernement puis qui négocient avec leurs employés. Alors, vous faites bien de souligner que le conflit actuel n'implique pas le ministère de la Santé comme employeur. C'est entre les ambulanciers et leurs employeurs qui sont soit des coops, soit des entreprises ambulancières, soit Urgence Santé. En fait, il y a 3 modèles au Québec, là. Le Dr Barrette a fait une entente générale
qu'il répète tout le temps, qui, selon lui, permet aux entreprises et aux coops ambulancières et à Urgence Santé d'offrir à leurs employés des conditions de travail compétitives. Alors, nous, on ne veut pas s'insérer dans la mécanique des négociations entre l'employeur et les employés, mais c'est là où on en est actuellement. Donc, il faut bien qu'on comprenne pourquoi ce n'est pas le ministère de la Santé qui négocie directement. C'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais c'est certain que le financement ne peut pas venir d'ailleurs, à moins qu'on augmente et qu'on charge des centaines de dollars aux gens pour ce qu'on ne fera pas là. Donc, forcément, le financement doit venir du contribuable. Mais du côté syndical, il y a beaucoup de revendications pour exiger, dans le fond, de retirer les entreprises privées, les entreprises ambulancières. Est-ce qu'un jour, on en viendra là? Bien, on regarde toujours ça, puis chaque fois, on se dit que c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, parce que ce sont des entreprises importantes dans les tissus économiques des régions. C'est les acteurs locaux qui font ça. Puis il n'y a pas juste des entreprises à but lucratif, il y a des coops également. Moi, quand je vais au Outaouais, je rencontre la coopérative là-bas, puis ce sont des gens du milieu qui sont mobilisés ensemble pour créer cette organisation-là. Moi, je trouverais ça un peu malvenu de la part de quelqu'un qui veut donner de l'autonomie aux régions, d'aller les empêcher de faire ça. C'est un modèle qui existe depuis longtemps comme ça. Est-ce qu'on veut encore une fois gonfler l'État davantage? Je ne suis pas certain. Je pense que pour l'instant, on va espérer qu'il y ait une entente qui ait lieu entre les paramédics et leurs employeurs. Merci. Prochaine question, M. Jean Houle de TVA. Il sera suivi de Mme Dominique Gobeil du Quotidien. Juste deux petites, s'il vous plaît. La première, juste pour être certain, la relance de l'ancienne Louisiana Pacific, ça ne peut pas être retardé ou contrecarré par le conflit avec les Américains? C'est pas une production qui est destinée aux États-Unis? Absolument pas. C'est ça la beauté de l'affaire. Dès que tu fais de la transformation, tu échappes aux griffes des Américains sur le bois d'œuvre. La façon que je l'illustre toujours, vous allez me dire c'est simpliste, mais des fois, les choses simples illustrent bien. Si j'ai un 2x4 dans ma main gauche, c'est du bois d'œuvre. Si j'ai un 2x4 dans ma main droite, c'est encore du bois d'œuvre. Si je colle les 2x4 ensemble, ça ne devient plus du bois d'œuvre. Ça devient un produit transformé, puis je n'ai pas de tarif dessus. Alors, ce qu'ils veulent faire là, c'est du panneau. Et le panneau n'est pas touché par le litige actuel sur le bois d'œuvre. Je pense que c'est important de le dire. Puis, ça donne une voie de sortie également pour notre industrie forestière. L'autre jour, j'étais à Petit Paris pour annoncer d'ailleurs un soutien financier pour la modernisation de la ligne de siège. J'étais impressionné de voir que 50% de la production de leur ligne de siège était destinée à faire des poutrelles architecturales. La poutrelle internationale, une entreprise québécoise. Alors, ils ont retiré 50% de leur production de bois de siège de la menace du bois d'œuvre. C'est certain qu'il faut encore en faire du 2x4, là. Mais le plus qu'on fait de ce genre de transformation-là, puis en passant, nous, on appuie ça. On a des moyens financiers pour appuyer la transformation du bois. Le moins qu'on s'expose au risque. Je voudrais retenir sur le centre parce que le projet de rénovation, okay, oui, effectivement, il va donner un nouvel élan, mais est-ce que, rendu à l'âge qu'il a, est-ce que ce ne serait pas le temps d'envisager de ne pas avoir à recommencer ce genre d'exercice-là dans 10, 15 ou 20 ans? On ne pourrait pas envisager la construction ou favoriser la construction davantage d'amphithéâtres dans des endroits où c'est à bout d'âge. Il y a des arénas qui sont construits au Québec récents. Il y a Laval, puis à part Vidéotron, là, c'est un cas à part. Là. Il y a Laval, il y a Shawinigan, où c'était le cadeau de départ pratiquement de M. Chrétien. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir à un moment donné rénové ou reconstruire autant, parce qu'il n'y a pas seulement à Saguenay que le problème va se poser, j'imagine. Ouais, ouais. Mais regardez, ce qu'on a annoncé à Roberval, au Centre Lévesque, c'est une rénovation, mais ça va être un centre sportif neuf, là, en pratique. Donc, vous voyez ce qui va être fait. Il y a des nouvelles arénas, comme on vient de passer un projet de loi privé à l'Assemblée nationale pour l'aréna Gartin, là, à l'autre bout du Québec, en Outaouais. Moi, ce que je vous dis, je pense qu'on est capable de faire avancer le projet du Centre Georges Vézina tel qu'il est, dans un horizon quand même acceptable. À partir du moment où on se transpose dans un projet complètement différent, de faire un nouveau centre sportif ailleurs sur un autre site, on fait face à des années juste de planification. Là. C'est ça que je dis. S'il y a une urgence à donner une infrastructure de meilleure qualité maintenant, parce que c'est une infrastructure vétuste, notamment la toiture, on m'a expliqué ça, bien moi, mon conseil, c'est de rester aligné dans cette voie-là. Là. Sinon, on va juste allonger les délais. Faire du neuf avec du vieux, à un moment donné, on peut réessayer, mais ça... Oui, mais on peut en faire pas mal de neuf. Moi, je reviens encore... moi, quand j'ai vu autant la piscine à Dolbeau que l'aréna à Roberval, quand j'ai vu les maquettes de ce qui va être fait, ça n'a rien à voir avec le centre actuel. Là. On garde la coquille, finalement, mais l'intérieur est profondément modifié, puis surtout beaucoup plus confortable pour les parents et les sportifs. Prochaine question, Mme Dominique Gobeil du Quotidien.
Oui, les ingénieurs du gouvernement sont en grève depuis maintenant 2 semaines et demie. Il y a une offre qui a été refusée hier. Il y en avait d'ailleurs qui manifestaient avant votre arrivée. Ils disent qu'ils ne se sentent pas écoutés par le gouvernement, que le message passe pas. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, on a tenu des dizaines et des dizaines et des dizaines de séances de négociation. On négocie de bonne foi, on présente des offres et on espère avoir une entente négociée. C'est mon espoir. On est rendu au point, cependant, où je dois donner le signal que les impacts économiques sur le Québec commencent à se faire sentir. Et ça, quand on dit ça, on touche l'intérêt général de tous les Québécois, et même l'emploi de plusieurs Québécois. Mais il y a encore du temps devant nous, pas un temps infini. Il y a encore du temps devant nous pour en venir à une entente négociée. Je voudrais quand même indiquer aussi qu'on a augmenté, je pense, c'est 60% le nombre d'ingénieurs au gouvernement. C'est important. D'ailleurs, c'est un des seuls postes d'emploi au gouvernement qui est en augmentation, à part l'éducation et la santé, là, c'est les ingénieurs et les gens des services informatiques, parce qu'on avait besoin de garder de l'expertise interne. On a fait récemment un concours pour, je pense, 300 postes, puis il y a eu 4000 demandes. Alors, je ne pense pas que les conditions de travail soient catastrophiques. Je veux bien croire qu'on veut toujours mieux, là, mais il y a beaucoup d'intérêt pour être ingénieur de l'État, là. On est conscient qu'il y a des besoins ponctuels de certains postes stratégiques, puis on a fait des offres dans cette direction-là, puis on ne fera pas de la négociation ici. Mais moi, j'espère encore, je pense que c'est encore possible d'avoir des conversations puis une entente négociée. Je le souhaite beaucoup. Nous, on le fait de bon cœur puis de bonne foi. Mais encore une fois, j'arrive au moment où je commence à voir les signes économiques négatifs en rapport avec cet arrêt de travail-là. Et ça veut dire quoi? Vous allez être obligé d'agir comment, là? Ouais, je pense que tenez-vous-en à ce que j'ai dit, là. Je commence à voir des conséquences qui dépassent l'intérêt limité des groupes qui négocient puis qui commencent à toucher l'intérêt général du Québec. Moi, je suis convaincu qu'on a de la place pour faire une entente négociée. Il y a un autre signal que je dois envoyer, c'est que l'entente, elle va se faire dans le même cadre que les 500 000 personnes qui ont réglé avec le gouvernement. Ce serait assez injuste pour le demi-million de personnes qui ont réglé dans le cadre financier qu'on connaît, que là, parce qu'on est proche de l'élection, ou je ne sais pas pour quelques raisons, là, on sortirait du cadre financier. C'est pas comme ça qu'on gouverne, là. Le règlement va se faire dans le cadre financier qui a été celui des 500 000 personnes qui ont signé. On vient de signer avec la SQ une entente de principe. On a signé avec les agents correctionnels qui sont historiquement un groupe très, très difficile sur le plan des relations de travail. Il n'en reste plus beaucoup qui n'ont pas eu d'entente là, avec le gouvernement. Est-ce que votre patience a une limite au point où on pourra avoir une loi spéciale Moi, je suis un pêcheur de saumon. Là. Je suis patient. Vous n'avez pas idée comme je suis patient. Vous m'aviez dit Wananiche. Wananiche, c'est plus facile. Ah ouais? Ça va aller bien, je pense, cette année. On va parler à Louis Tremblay. Mais j'ai pas eu la chance d'y aller encore. Ça n'a pas de bon sens. C'est le mois de juin le plus tardif pour moi pour commencer à pêcher. On est rendu, quoi, le 9, là? Le 9? Je n'ai pas mis une ligne à l'eau encore. Je commence à être déprimé, là. La meilleure est passée. Prochaine question, M. Bertrand Tremblay, sera suivi de... Prochaine question, M. Stéphane Boivin, des communications étudiantes universitaires de l'UQAC. Ah oui, OK. Bonjour, M. le Premier ministre. Ça peut. Excusez, je me suis trompé, M. Tremblay. C'est après vous. Parallèlement au conflit que ma collègue vient d'évoquer, on apprenait ce matin via la presse que les rémunérations des hauts fonctionnaires augmentaient davantage que celles qui ont été accordées à la fonction publique. Quel message vous pensez que ça envoie à la population et qu'est-ce qui justifie cet écart? C'est-à-dire que si on ne dit pas le message complètement, je comprends que la population peut se demander de quoi il s'agit. Vous aviez 2 éléments dans cet article-là ce matin. Vous aviez les hauts fonctionnaires, les dirigeants de sociétés d'État, qui sont des gens qui n'ont pas de convention collective comme l'ensemble des employés et qui ont des conditions de travail qui sont fixées et qui doivent être compétitives. Ça, c'est une chose. Maintenant, là où j'ai trouvé un peu regrettable que toute l'information ne soit pas communiquée, puis je l'ai fait à l'Assemblée nationale tantôt, lorsqu'on parle des employés politiques des cabinets, quand on est arrivé, on a réduit de 20 % la masse salariale. De 20 % la masse salariale des cabinets. Puis on l'a diminué d'un autre demi-million de dollars cette année. Alors, ce qu'on a voulu faire surtout, en passant, c'est de faire plus d'égalité entre les hommes et les femmes qui sont les employés politiques. Parce qu'on nous avait souligné récemment, puis quand on a fait la vérification, j'étais bien embêté de voir que c'était vrai, que quand tu es directeur de cabinet, pour la même taille de ministère, là, parce que les masses salariales dépendent de la taille du ministère, pour la même taille de ministère, si tu es une femme ou un homme, tu n'as pas un salaire le même. Moi, j'accepte pas ça. Alors, le gros gain de rémunération a été fait chez les femmes directeurs de cabinet. Et ça, je pense que personne au Québec va s'objecter à ça, surtout qu'on a baissé le total de la dépense. Alors, pour reprendre votre conversation ou votre comparaison avec les employés de l'État, la masse salariale des employés de l'État, elle a augmenté. Celle-là, on l'a diminuée.
Prochaine question, M. Bertrand Tremblay. Monsieur Couillard, je m'adresse au personnage international. Vous êtes, je pense, aussi présent qu'un chef d'État d'un pays souverain en Amérique et en Europe. Alors, vous étiez probablement présent à la conférence de Barack Obama au Palais des Congrès. Oui. Alors, à la suite de toutes vos rencontres avec les Américains, quelle perception retenez-vous de leurs sentiments à la suite de l'attitude rigide du nouveau président qui semble éloigner tout le monde et qui veut que les États-Unis agissent seuls, développent seuls, comme s'ils étaient seuls sur la planète? Oui. Les États-Unis dépendent du monde aussi. On oublie souvent ça, là. La population des États-Unis puis le PIB des États-Unis a besoin de commerce, a besoin de vendre leurs produits ailleurs. Il a besoin d'acheter des produits d'ailleurs. Moi, je pense que tous ces messages protectionnistes qu'on entend, surtout de la Maison-Blanche, là, parce que je vais vous dire tantôt qu'à un autre étage des États-Unis, c'est pas la même chose, c'est nuisible pour l'économie américaine, pour les emplois américains. Lorsque je parle aux gouverneurs d'État, aux maires des grandes villes, j'entends pas du tout le même message. Et souvent, ce sont eux qui font marcher les choses au quotidien aux États-Unis. Et ils me disent, non, nous autres, on veut continuer à commercer et être amis avec vous. On est un allié et un partenaire des États-Unis depuis des siècles. On n'arrêtera pas ça, là. On veut continuer à commercer, on veut que ce soit correct des deux côtés. Ce qui m'attriste le plus, ce sont les motivations qui sont prises et les déclarations qui sont faites, notamment sur notre bois d'œuvre, notre industrie forestière, qui sont fausses. Et je n'hésite pas à le dire, fausses. Alors, lorsque je rencontre des interlocuteurs américains, je me permets de leur dire que ce qui est présenté publiquement n'est pas exact. Notre industrie forestière n'est pas subventionnée. Elle est compétitive, elle reflète les prix du marché. Et je me permets de leur annoncer qu'au Québec, on est pas mal plus résilient encore qu'ils pensent. Puis vous avez vu, on était là au premier jour pour soutenir notre industrie et nos travailleurs. Alors j'ai dit, si vous pensez qu'à l'usure, on va se laisser avoir, oubliez ça, là. On va être là, nous autres, du premier jour jusqu'à la fin pour soutenir nos travailleurs forestiers. Alors, ça me déçoit un peu, je veux dire franchement, ça me déçoit un peu parce qu'on est non seulement un voisin, on est un partenaire, on est un allié fidèle dans les pires moments qu'on a connus. On était aux côtés des États-Unis d'Amérique. Ça m'attriste de voir cette relation être un peu fragilisée actuellement. Ce qui me rassure, par contre, c'est que lorsqu'on parle au niveau des États, au niveau des grandes villes, on n'a pas le même message. On demeure avec un message très, très, très positif. D'après ce que j'ai lu dans la biographie de Bill Clinton, qui s'adressait à Jean Chrétien, les pires ennemis qu'on a, ce sont les gouverneurs des États qui ont des forêts, puis même il y en a qui trouvent toutes sortes de prétextes pour pouvoir bloquer l'importation. Ça dépend où. Dans l'Est, par exemple, quand je parle au gouverneur du Maine, M. Lepage, c'est un franco-américain, quand je parle de ça, lui, il ne voit pas le problème, mais il voit le problème inverse, lui. Il voit plein de produits forestiers québécois qui rentrent dans le Maine, qui arrivent au Maine, puis l'inverse. Il voit un commerce très efficace. Je pense pas que, comme voisin, il est très heureux de la situation. Ce qu'il y a actuellement, c'est le lobby de l'industrie du bois d'œuvre américaine. C'est ça qui agite ça. Mais ce qui va arriver d'abord, c'est que ça va nuire à l'emploi aux États-Unis. Ça va faire augmenter le coût des maisons. Puis tout le monde est en compétition pour dire qu'ils aident la classe moyenne. Mais ceux qui vont souffrir du prix des maisons qui va augmenter, c'est la classe moyenne américaine. Alors, moi, quelque part, il va y avoir un retour à la réalité, là. Je demeure quand même optimiste. Mais c'est pas une période facile dans l'histoire de la relation, qui, comme je disais il y a quelques jours, sur la planète, la relation géopolitique la plus stable, la plus importante, la plus productive, de loin, c'est la relation Canada-États-Unis. Il ne faut pas la laisser s'étioler ou se fragiliser comme ça. Je lisais justement dans des statistiques, M. Tremblay, qu'il y a 9 millions de travailleurs dans 35 États américains qui dépendent de la relation au niveau commercial du Québec, au niveau de la forêt. Donc, oui, il y a de la pression américaine aussi sur, justement, le bois d'œuvre américain. Puis, tu sais, encore une fois, le programme a été mis sur pied. Je veux parler du bois d'œuvre spécifiquement parce que pour notre région, Dieu sait que c'est important, là. Comme on avait dit, on était là au premier jour, puis je pense que l'industrie et les travailleurs l'apprécient. Il y a relativement peu d'entreprises, ou presque pas d'entreprises actuellement, qui ont utilisé le programme. Il y en a qui, de plus en plus, lèvent la main puis témoignent d'un intérêt pour éventuellement l'utiliser. Les sommes sont disponibles et elles vont être engagées. Parce que là, on a eu la première vague de tarifs qui a été annoncée.
au début juillet, ça se peut qu'on ait une deuxième vague de tarifs pour ce qu'ils appellent anti-dumping. S'ils font le jugement qu'avant l'imposition des tarifs, les produits de bois d'œuvre canadiens ont été écoulés sous le prix du marché aux États-Unis, ils vont nous rajouter des tarifs qui sont injustifiés, encore une fois, mais des tarifs anti-dumping. Et là encore, on va être là pour protéger nos entreprises. Mais je suis assez rassuré de voir qu'il y a une bonne résilience dans l'industrie. Le taux de change nous aide, on ne le cachera pas. Et la productivité de nos entreprises nous aide également. Au fil des années, nos entreprises de série de transformation sont devenues de plus en plus productives. Mais ce n'est pas une situation facile. C'est pour ça qu'on a demandé à Raymond Chrétien de nous aider là, avec toutes ces négociations. Prochaine question, M. Gilbert Savard sera suivi de M. Louis-René Ménard de Radio-Canada. M. Couillard, lors d'une visite précédente à cette table, on avait parlé des problèmes de ça. De communication, vous aviez notamment signalé qu'entre la TUC et le Lac-Saint-Jean, ça ne passait pas non plus. Où s'en est rendu? Parce que je vis au Saguenay, mais je vais faire des petites vacances au Lac-Saint-Jean. Ouais. Et puis, encore hier, j'ai reçu un message de Vidéotron pour me dire que désormais, il y a une entente avec des partenaires, puis quand la couverture de Vidéotron n'est pas bonne, on va sur le réseau du partenaire. Je l'ai essayé, ça ne marche pas plus. Okay. Et puis, je ne sais pas si dans le coin entre la TUC et le Lac-Saint-Jean, je ne suis pas certain que ça soit amélioré. Est-ce que ça évolue, ça? Parce que c'est sûr que le domaine des communications, ça appartient au fédéral, oui, mais je veux bien, mais par contre, à un moment donné, on paye. Tout le monde a ça, ces bidules-là. Là. Je vois même les petits jeunes à l'école qui ont ça. Oui. Et puis, le service, c'est so-so. Hein, c'est pas du luxe maintenant, c'est indispensable. Moi, c'est la route, pour moi, le symbole de ça, c'est la route entre Chambord et puis la TUC, où il y a des vannes à tous les jours. Imaginez qu'il y a un accident, on est tout seul, c'est pas tout le monde qui a des téléphones satellites, là, loin de là. Alors, pour moi, c'est une question de sécurité. Alors, vous avez vu que pour l'Internet, puis on fait la différence en ce qui est de juridiction fédérale et la nôtre, parce qu'on veut pas non plus faire la job des autres, là. Mais on dit, si on a un projet d'Internet et qu'on peut y rajouter du cellulaire, on va le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à Gérardville lorsqu'on a fait une tour de cellulaire. Pour la route, je suis quand même assez optimiste. Je peux vous dire que nos interlocuteurs fédéraux, M. Champagne et ses collègues, là, puis de notre côté, Mme Anglade, on est très, très, très sensibilisés à cette question de la route entre la TUC et Chambord. J'ai bon espoir de voir une solution. Pour l'Internet à large bande, vous savez qu'on a lancé le premier appel de projet pour le 100 millions. Je répète ce que j'ai dit lorsqu'on a annoncé le 100 millions. C'est impossible que 100 millions suffisent à faire tous les besoins au Québec. Mais on a une première vague de projets qui vont être annoncés à l'automne. Et je suis certain que par la suite, on fera d'autres appels de projets. Le fédéral met de l'argent également. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais pour moi, là, dans tout ça, là, oui, je veux qu'il y ait de l'Internet dans nos zones rurales, mais la question de la route entre la TUC et Chambord, pour moi, je l'ai pris moi-même. Je n'ai pas toujours fait de la politique. Là. J'ai conduit ma propre auto pendant des années. Puis je l'ai pris, cette route-là. Puis quand tu es déconnecté pendant une bonne partie du trajet, bien, tu es inquiet. Tu te demandes, écoute, s'il arrive quelque chose, comment je vais faire pour signaler ma situation. Bonne nouvelle, c'est que j'ai de l'écoute. Bien sûr, j'ai de l'écoute dans mon gouvernement. Ça serait surprenant que ce soit différent. Mais également au fédéral. M. Champagne, je pense, est très sensible à cette question de la route en question. Là. Est-ce que vous jugez que les entreprises, Vidéotron, etc., Bell, est-ce que vous jugez que ces entreprises-là font vraiment suffisamment d'efforts? En tout cas, ils font de l'argent, ça, c'est sûr. Oui. Vidéotron fait vivre... Et au Canada, on paye plus cher, vous savez, pour le sans-fil. On paye plus cher pour le sans-fil au Canada qu'ailleurs. Évidemment, l'argument qui nous explique, c'est le nombre d'utilisateurs. Mais moi, je leur dis, écoutez, vous pourriez faire un effort, là. Vous en faites, comme vous dites, là, vous en faites des revenus ailleurs au Québec, un peu partout. Je pense que vous pourriez vous regrouper. Il y a des organisations locales, régionales également qui se mettent sur pied. Moi, je pense qu'on va y arriver, là, mais c'est le début, là. Le 100 millions, c'est le début. Pour le cellulaire de la route, j'aimerais beaucoup qu'on ait annoncé une solution avant la fin du mandat. Et même avant, si possible. Là. Prochaine question, M. Louis-René Ménard de Radio-Canada, sera suivi de Mme Dominique Savard du Courrier. Un dossier qui s'est passé également dans votre comté, qui aurait pu se passer l'hiver prochain. On attendait aux eaux de Saint-Félicien. On s'était offert pour avoir les caribous forestiers de Val-d'Or, la harde de là-bas. Finalement, le zoo retire son offre. On n'est plus intéressé. Et le ministre Blanchette là, a dit qu'il n'y aura pas de transfert. Là. Et il a même avoué qu'il n'y avait pas eu d'études scientifiques. On avait juste élaboré des scénarios, comment ça pourrait se passer, mais il n'y avait pas vraiment eu d'études d'impact. Là. Qu'est-ce que vous en concluez de tout ce dossier-là? Bon, d'abord, quand le zoo a annoncé chez nous que finalement ils retiraient leur proposition, c'est pas de gaieté de cœur.
Si vous lisez le communiqué du Zoo de Saint-Félicien, ils disent, écoutez, nous, on demeure quand même convaincus que c'était une bonne idée, c'était une bonne solution, qu'on avait de quoi offrir. Ces animaux-là, il en reste quoi, une quinzaine, d'après ce qu'on me dit. Les chances de survie, quel que soit ce qu'on fasse, les chances de survie de ce petit groupe d'individus-là est faible. Là. Et c'est ça, c'est la réalité. Je pense que la solution, pour moi, était intéressante. Hein? Mais on a vu, ça a fait toutes sortes de débats, il y a eu une sorte de levée de bouclier là-dessus. Puis, moi, je comprends, le Zoo de Saint-Félicien ne peut pas se retrouver au centre d'une controverse. Il faisait juste une offre de bonne foi de faire partie de la solution. Là, il va y avoir des études pour suivre ce troupeau-là, mais honnêtement, rendu à 15, là, ça va être assez difficile de trouver une solution là, qui va être solide. Celle-là avait l'avantage d'être solide au moins pour quelques années. Mais je ne dirais pas que le dossier est fini, parce qu'on va voir qu'est-ce qui arrive à ce troupeau-là, mais pour l'instant, avec sagesse, je crois, Mme Lorraine a décidé de se retirer, et ça pourrait changer dans l'avenir. Prochaine question, Mme Dominique Savard, du Courrier du Saguenay. M. Couillard, je voudrais connaître votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez au niveau du patrimoine religieux? Ça revient beaucoup parce qu'il y a de plus en plus d'églises qui ferment. Il y en a une qui fait l'objet d'un gros dossier dans le secteur de M. Simard à l'église Saint-Édouard, à l'abbé. Là, on passe beaucoup au pic démolisseur, mais on ne conserve pas notre patrimoine. Mm-hmm. Alors, par rapport à les gens, quand on va à l'extérieur, on fait du tourisme, on va visiter des églises, mais ici, c'est des permis pour démolir les églises. Votre opinion là-dessus, est-ce qu'il devrait... Qui est en charge de ça quand le diocèse décide qu'il ne peut plus faire vivre son église, puis là, ça se ramasse vacant, puis là, comme il n'y a rien dedans, elle devient complètement désuet, puis il devient trop tard pour la ramener parce que ça coûte des prix fous. Mais le patrimoine religieux, ça fait partie de l'histoire, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Mais il y a un programme pour le patrimoine religieux qui existe au ministère de la Culture. D'ailleurs, chaque année, il y a des églises qui sont rénovées. Je pense que récemment, là, on m'indique ici, il y a plusieurs églises pour lesquelles il y a eu des travaux à La Terrière, à Notre-Dame de la Terrière, entre autres. Et puis également... elles sont ouvertes. Celles qui ferment. Mais là, ça devient encore plus difficile, parce qu'il faut trouver une vocation. Moi, ce que je remarque dans ces cas-là, c'est que lorsqu'on dit, OK, qui c'est qui a un projet pour s'en occuper, personne ne lève la main, ou très peu de gens lèvent la main, du moins avec des projets réalistes et réalisables. Un autre aspect de ça qui nous intéresse, pour lequel on va bientôt avoir des nouvelles intéressantes, c'est tout le circuit des pèlerinages au Québec. On a le superbe Ermitage ici, à Lac-Bouchette, et il y a un beau projet là, pour lequel on est en conversation avec le fédéral pour bientôt, j'espère, annoncer de bonnes nouvelles. Ça, c'est le genre de choses qui donne de la valeur, non seulement spirituelle, parce que c'est important, la spiritualité dans la vie, là, mais de la valeur économique et touristique également à ces installations-là. Alors ça, de ce côté-là, il devrait y avoir des bonnes nouvelles. Mais il existe un programme au ministère de la Culture et des Communications sur le patrimoine religieux. Mais ce n'est pas un programme infini. T'sais, il y a toujours des limites. Et puis, il faut déclarer qu'est-ce qui est vraiment patrimonial, qu'est-ce qui l'est moins. Il faut faire des choix. Lorsque, pour répondre un petit peu aussi, Mme Savard, à votre question, c'est clair que, on a eu La Terrière, comme la première ministre vient de le dire, mais effectivement, il y a encore du culte à La Terrière. Et puis, au-dessus d'un demi-million de dollars qui a été d'aide du gouvernement là-dedans. Mais par rapport à ce qui se passe à l'abbé, c'est quand même une architecture qui est classée. Mais lorsqu'il n'y a plus de culte à l'intérieur d'une église, ça prend un projet. Et c'est clair que lorsqu'il y a un projet, c'est regardé pas nécessairement le ministère de la Culture. Il peut y avoir le ministère de la Culture parce que lorsque c'est classé, mais véritablement, ça peut être aidé par Investissement Québec, parce que s'il y a un projet à l'intérieur, c'est une chose. Si ça crée des emplois, c'est une autre chose. Et également, bien sûr, à la baie, les gens de la baie parlent d'installer la bibliothèque, mais ça, comme j'ai expliqué, parce que je les ai rencontrés, moi, je suis absolument en accord avec ce dossier-là. Si c'est un dossier municipal, à ce moment-là, on va travailler ça avec la municipalité, on va faire avancer le dossier, mais ça prend véritablement un dossier bien étayé, s'assurer que ça couvre les besoins de la population et que les gens vont adhérer à ce projet-là. Parce que, oui, c'est un beau projet, parce qu'on le sait, c'est en plein centre de la ville, sur le bord de la route provinciale. Donc, de là, l'importance, s'il y a un projet, de tous y travailler, mais ensemble, et qu'on ne s'en fâche pas par rapport à l'obligation de déplacer la bibliothèque pour le plaisir de le faire, mais il faut que ce soit un projet
accepté par la population en ce moment. Là. Monsieur Couillard, C'était juste la précision par rapport à ce que vous trouvez ça, entre guillemets, triste, Oui. Voilà, je trouve ça triste. on soit dans l'obligation de démolir la plupart de ce Je patrimoine-là trouve ça triste parce que personne ne s'en occupe. c'est des endroits où nos parents, nos grands-parents se sont réunis pendant des générations. Là. Je parle de Maintenant, l'architecture aussi. la pratique religieuse diminue. L'architecture, il faut quand même dire que c'est pas toutes les églises qui ont la même valeur architecturale ou la même valeur patrimoniale. Il ne faut pas non plus étendre ça comme règle générale. Mais celles qui l'ont se voient reconnaître une distinction particulière puis sont prises en charge par le ministère de la Culture. Mais on ne pourra certainement pas faire ça pour toutes les églises du Québec. Par contre, ce que je vois dans d'autres régions, j'ai vu ça en Estrie, par exemple, où une église comme ça se trouve réaffectée pour abriter des groupes communautaires. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Les gens continuent à y aller, mais pour rencontrer des groupes communautaires. Monsieur Couillard, j'aimerais profiter de votre passage pour... je suis en conflit d'intérêts, je l'avoue. Concernant l'avenir des journaux, il y a la situation... Oui, mais vous, c'est pas grave. Nous autres, c'est peut-être ça. La situation est préoccupante quand même. Il y a eu des mesures qui ont été annoncées, mais ça a été jugé insuffisant par à la fois les patrons, les syndicats. Ouais. Est-ce que il y a encore une préoccupation? Est-ce qu'il y a des mesures d'aide qui pourraient être annoncées, des mesures supplémentaires? Oui, regardons, nous, on tient beaucoup à l'information locale, régionale, puis à ce qu'il y ait une voix des régions dans l'information, que ça ne vienne pas tout de Montréal et de Québec, puis on sait l'importance des petits hebdos, par exemple, dans notre tissu social. On a pensé que l'utiliser, d'ailleurs, c'est pas vrai que tout le monde n'était pas content. Je pense qu'il y a des gens qui étaient contents qu'on fasse cette annonce-là, parce que ce qui cause un défi à des journaux régionaux plus importants, c'est le virage numérique. Puis on s'est dit, c'est pas mal par là qu'on devrait rentrer. Parce qu'à partir du moment où l'État commence à soutenir financièrement des médias, vous parlez de conflit d'intérêts, là, bien là, à un moment donné, ça peut poser des problèmes de perception. Pourquoi? Alors ça, ils écrivent des articles positifs sur le gouvernement. On sait bien que le gouvernement les subventionne. C'est le même, là. Dans la réalité, la perception politique, c'est ça. Alors, c'est pas juste ici, partout ailleurs, cette relation entre l'État et les médias, elle est très délicate. Mais s'il y a d'autres suggestions qu'on veut nous faire, on va être prêt à écouter. Je pense que le geste, quand même, je ne voudrais pas qu'on le minimise, là. Le geste qui était de plus d'une trentaine de millions pour aider le virage numérique des médias régionaux, je pense que c'est un geste appréciable. Là. Et on sera toujours à l'écoute. Et je tiens à ce que ces médias-là continuent d'être actifs, mais il va y avoir des gros changements dans votre industrie des médias. Je ne sais pas, vous le savez, là. S'il y a une industrie qui va être modifiée profondément par la révolution technologique, c'est en particulier celle des médias. Alors, sur ces propos, on va conclure ce sac de presse et puis j'en profite pour vous remercier, M. Couillard, également M. Simard. Et puis on vous souhaite un bon été. J'espère aller à la pêche bientôt. Là. Bonne pêche et je vous en souhaite les plus grosses. Ah ouais, Merci. Ouais. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de semaine, bon été.